Voilà, donc on se voit ensemble sur cet enseignement qui est spécifique à la pharmacie, d'accord? Donc c'est dans un machin qui s'appelle chimie du médicament, mais ce n'est pas le plus important, et ça concerne la cinétique. Plus particulièrement la cinétique dite simple. Simple, ça ne veut pas dire facile, parce qu'il y a une cinétique simple et une cinétique complexe. Et en l'occurrence, complexe, ça ne veut pas dire difficile non plus, ni compliqué. Simple, ça veut simplement dire qu'on va s'intéresser à une réaction à la fois. Complexe, c'est qu'on s'intéresse à plusieurs réactions simultanées. D'accord ? Et dans les faits, dans la plupart des cas réels, on a des réactions simultanées. Mais on ne peut pas aborder les réactions simultanées tant qu'on n'a pas fait les réactions simples d'abord, parce que mine de rien, autant apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. D'accord ? C'est en général plus facile. Il se trouve juste qu'avec les modifications d'emploi du temps et de programmes qui sont liés à l'introduction de l'AS dans le programme des enseignements, il y a moins d'heures consacrées à cette cinétique. Et donc, dans le programme précédent qui s'appelait PACES, vous en avez entendu parler, il y avait la cinétique simple et la cinétique complexe. Et ben maintenant, il n'y a plus que la cinétique simple. Donc, il faudra que vous fassiez avec dans la suite de vos études. D'accord ? Ce sera plus ou moins rattrapé à certains moments, vous verrez plus ou moins comment, mais malheureusement, la partie cinétique complexe théorique, elle est passée un peu à la trappe avec le changement de programme. Alors, ouais, ben vous savez comment ça fonctionne, d'accord, hein, voilà, c'est pas une nouveauté, je vous ai déjà bassiné avec ça pendant tout le premier semestre, il n'y a pas de raison que ça change, ok, hein. Oui, on a changé d'année, oui, on a peut-être changé d'époque, politiquement, ce n'est pas impossible, mais en attendant, ça ne change pas. Donc vous avez le code, hein, c'est Cinéchim, où vous avez le QR code, il va réapparaître le QR code, ne vous inquiétez pas. J'en profite pendant que vous êtes en train, je ne l'ai pas enlevé le QR code, il est toujours là, hein, d'accord, pour vous rappeler que vous allez retrouver donc, sur Moodle, c'est dans le cours normal à l'endroit où ça doit se trouver hein, pour vos enseignements, les petits liens qui vont bien pour récupérer et faire les choses qu'il y a à faire. En l'occurrence, ça vous redirige vers le cours de cinétique complet, à savoir donc les supports de cours, ce que vous allez voir aujourd'hui évidemment, mais également, je ne l'ai pas terminé celui de cette année, donc il n'est pas encore en ligne, le TD, enfin le contenu du TD que vous aurez, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après il me semble, quelque chose comme ça. Et puis, bien entendu, les liens vers les cours, puisque ces enregistrements-là, alors pas celui de cette année, puisque je ne vais pas forcément le remettre en ligne, mais ceux des années précédentes, vous les avez, et également, vous le savez, les enregistrements des TD. Et comme en TD, vous savez que je corrige les examens des années précédentes, vous avez donc les sujets des années précédentes dans les TD, les archives des TD, et les corrections dans les vidéos que vous pouvez regarder, puisque vous avez juste à les retrouver en fin de compte sur les listes de vidéos. D'accord ? Ce qui explique que dans 15 jours, quand on fera les TD, je vais me consacrer essentiellement sur la correction de l'examen de l'an dernier. Si vous voulez voir les archives pour les sujets des années précédentes, ce sera en vidéo. Il n'y a que 2 heures de TD, je ne peux pas mettre 5-6 heures de correction dans 2 heures de TD. D'accord ? Donc, fondamentalement, comprenez bien que ces vidéos-là, elles font partie quelque part de l'enseignement parce que je présuppose que vous les avez à un moment ou à un autre regardées quand vous n'avez pas compris le sujet ou quand vous voulez vérifier, d'accord, une archive précédente. C'est bon ? C'est clair pour tout le monde ? Ça fait partie, moi, de la manière dont j'envisage la pédagogie de ce cours. Bon, ça maintenant, c'est poubelle, on s'en fout, vous avez compris, ok ? On passe à la suite et à proprement parler. Alors, d'abord, une petite introduction, histoire de replacer un peu les choses, de replacer ça d'abord, dans le contexte de vos études, et puis aussi dans le contexte de mon cours, puisqu'on s'est déjà vu intensivement, d'accord, au niveau du premier semestre. Est-ce que ça fait suite ou pas ? Ben, la cinétique chimique, c'est d'abord de constater qu'il y a des réactions qui sont excessivement rapides. D'accord ? Une explosion, c'est rapide. Et qu'il y en a d'autres qui sont excessivement lentes. Il faut des millions d'années pour des plantes pour qu'elles deviennent du charbon. Il y a des trucs rapides, il y a des trucs lents. Et ça, on ne l'a pas abordé du tout quand on était en thermo. D'accord ? Juste, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas.
C'était sur ça qu'on avait fini par arriver. Mais vous le savez, il y a des trucs rapides, il y a des trucs lents. Alors, ça va aller même un peu plus loin, parce que la cinétique chimique, c'est avant tout de la cinétique, et ça s'utilisera aussi, vous qui êtes en pharmacie en particulier, sur des cinétiques d'élimination, par exemple, de produits actifs. Là, c'est le paracétamol, dans deux conditions différentes. Comment il apparaît, comment sa concentration augmente dans l'organisme, et puis ensuite, comment il est éliminé. Et c'est aussi de la cinétique. D'accord ? Alors, on parle aussi de cinétique. Dans un cas, je suis presque sûr que vous vous rappelez à quoi ça ressemble, ce truc-là. Le modèle SIR, le Covid, comment il se répand, comment il s'élimine, etc., ce genre de choses-là. C'est aussi de la cinétique. On l'étudie avec exactement les mêmes outils que la cinétique classique. Et puis, vous l'avez vu dans un autre cas aussi. Je n'ai pas mis l'image ici. Mais vous avez fait un peu de radioactivité au premier semestre. L'élimination, la dégradation radioactive d'un composé, c'est de la cinétique aussi. Tout ça, ça rentre dans le même cas. En gros, comment évolue une situation et pas simplement quelle est la situation. Donc, sur la thermo, on a vu des grandeurs, c'est la description du système à un temps T et comment il pourra évoluer à travers des grandes variables, la température, la pression, etc., qui peuvent être des variables composites, ce n'est pas le problème. Et puis, des variables d'énergie, enthalpie, énergie interne, et puis, ça, c'était la partie que vous avez fait avec moi, qu'on a fait ensemble, et sur lequel on a passé quand même un nombre d'heures certain, même d'ailleurs, en fait, puisque ça fait plusieurs heures, sur le sens de prévision avec l'entropie et l'énergie libre. L'énergie de Gibbs, parce que c'est fondamentalement la même chose. C'est de l'entropie, mais rédigé différemment. Ça, c'était important. Mais tout ça, ça nous dit simplement, voilà l'état, c'est dans ce sens-là qu'il devrait évoluer. Là, maintenant, on va se consacrer, donc, au niveau de la cinétique, à quelle vitesse ça évolue. Pas seulement dans quel sens, ça on le sait, c'est la thermo, c'est à quelle vitesse ça doit évoluer. Il y a des éléments qu'on va retrouver en commun, c'est la vitesse de réaction, et puis des éléments qui n'ont rien à voir, qui vont débarquer là. C'est ce qu'on ne verra pas parce que c'était la cinétique complexe en particulier. L'étude de la vitesse d'évolution d'une réaction, par exemple, peut donner d'excellentes indications sur quelles sont la nature des réactions multiples qui composent une réaction qui a l'air d'être unique au départ. En gros, ce n'est pas une réaction unique, c'est plein de petites réactions qui se passent en même temps, de manière concurrente, de manière simultanée ou de manière successive, et on peut, à travers la cinétique, quelquefois les reconstruire. Quand en chimie orga, on vous a parlé de mécanismes réactionnels, vous êtes peut-être demandé, oui, mais comment ils savent que c'est cette réaction-là qui se passe, puis ensuite celle-ci, puis ensuite celle-là? La plupart du temps, la méthode d'analyse, c'est à travers la cinétique. En bloquant certaines étapes, on peut en déduire que c'est celle-là qui est en train de se faire en ce moment-là, à ce moment-là et à telle vitesse. D'accord ? C'est l'idée qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment un outil qui va au-delà de simplement dire le paracétamol il va être éliminé en 3 heures pour une gamine de 40 kg qui en a pris, je ne sais pas moi, 20 mg ou un truc dans le genre. Bref, ça va, les chiffres ne sont pas bons, mais vous avez compris le principe. Ça va au-delà. Donc, il y a quelques concepts fondamentaux. On les a déjà vus, je veux juste que ce soit clair, d'accord, qu'on reparte sur les bonnes bases. Oui, vous allez avoir l'impression que je me répète, mais la répétition a quelquefois du bon dans l'enseignement, d'accord. Donc, 1, la notion d'avancement de la réaction, j'avais déjà bien insisté dessus, mais je la ramène. On a une réaction, j'ai repris une réaction type, encore, c'est bien la même que celle que j'avais prise d'ailleurs la dernière fois, c'est pas impossible. Le rappel sur les coefficients stoichiométriques, ils sont signés par convention. Donc ils sont signés tout le temps, et par convention, ça veut dire que par convention, les produits de la réaction ont un coefficient stoichiométrique qui est positif, les réactifs un coefficient qui est négatif. La convention étant, on écrit toujours les produits de la réaction à droite de la balance réactionnelle, les réactifs à gauche. Ça ne veut pas dire que la réaction a forcément lieu dans ce sens-là, mais si on l'a écrit dans ce sens-là, par convention, ce qui est à droite est un
produit, ce qui est à gauche est un réactif. Donc ce qui est à droite a un signe positif, ce qui est à gauche a un signe négatif. D'accord? C'est une pure convention, mais on doit tous la respecter. Elle sera particulièrement importante ici. Enfin, elle l'était déjà, mais elle le sera tout particulièrement ici. Donc, moins 2, moins 1, il n'y a pas de souci, là, ça ira bien. Si je pars de ces concentrations-là, vous savez normalement, et quand je dis vous savez, hein, c'est que vous avez tout intérêt à savoir, sinon vous allez être planté sur toute la suite du cours, que si je vous donne une seule des concentrations à l'équilibre, toutes les autres sont calculables. Une fois que la réaction est terminée ou qu'on est en cours de réaction puis qu'on vient de la mesurer, parce que ça revient au même, on n'a pas forcément atteint l'état final. Donc si j'ai 3 ici, je peux calculer l'avancement et je peux calculer la concentration de chacune des trucs. D'ailleurs, en fait, ce n'est pas moi qui vais la calculer, c'est vous. Hein. Ben oui, voilà. Vous avez 40 secondes. Mais c'est rapide, 40 secondes. Ben oui, mais enfin, il ne faut pas plus non plus. Hein. Donc, et vous inquiétez pas, hein, je ne récupère pas les notes à la fin. Je ne sais pas qui vous êtes. Alors. Enfin, le système ne sait pas qui vous êtes. Bon. La réponse c'est 0,5. Hein. Ce n'est pas la réponse, la réponse majoritaire. Hein. Vous le voyez comme moi. Hein. Okay. Alors, on reprend ça juste rapidement. C'est vrai que je vous l'ai demandé rapidement. Mais si j'ai les concentrations, d'accord, initiales et finales, il n'y a qu'une seule manière de calculer l'avancement. L'avancement a une seule et unique définition. C'est la variation de la quantité divisée par le coefficient stoichiométrique. Cette quantité, là, je l'ai exprimée en mol. Elle pourrait être en mol par litre si le volume ne change pas. D'accord ? Si le volume reste constant, qu'on parle de mol ou de mol par litre, ça ne changera rien. Okay ? Donc vous trouverez très régulièrement des avancements qui sont en mol par litre. Ce n'est pas un souci. La seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas que la concentration elle change, enfin, le volume il change. Parce que sinon, rien que le changement de volume fait déjà changer les concentrations. Et donc ce n'est pas de la réaction, c'est juste de la dilution. Ce n'est pas la même chose. Okay ? Ce qui correspondrait pour le carbone à ceci, le nombre de moles de carbone final moins le nombre initial divisé par le coefficient stoichiométrique. Mais ce serait la même chose pour l'oxygène et on aurait la même chose pour. Est-ce que c'est bien la même chose? Est-ce qu'on calcule bien systématiquement la même chose? Est-ce que cette définition-là, elle est bien unique? On peut se poser la question, on a juste à vérifier. Si je dis que j'ai ça comme définition, quel que soit le composé, d'accord? Ça veut dire que j'ai le droit de réarranger ça et de dire que, ben, vous voyez, j'ai juste basculé le coefficient stoichiométrique de l'autre côté et je peux en tirer que le nombre de moles final d'un quelconque des composés, là, elle est valide pour tous les composés, hein, que ce soit un réactif ou un produit. C'est le nombre de moles initial plus le coefficient stoichiométrique fois l'avancement de la réaction tel que je l'ai défini. Mais pour les réactifs, ça diminue. Pourquoi c'est plus? Oui, pour les réactifs, le coefficient stoichiométrique, il est négatif. Donc ce sera bien un retrait. Il y aura bien une diminution de concentration. C'est tout l'intérêt d'avoir des coefficients stoichiométriques signés. C'est qu'il n'y a qu'une formule qui s'adapte à la situation du composé qu'on est en train d'étudier. Ça veut donc dire que pour l'oxygène, je peux écrire, puisque le coefficient stoichiométrique de l'oxygène c'est moins 1, que moins x c'est la différence entre les deux, donc que le nombre d'oxygène, le nombre de moles d'oxygène final, c'est la quantité initiale moins l'avancement de la réaction. Ben, c'est bien ce que vous auriez écrit, d'accord? Si j'en consomme 2 pour le carbone, j'en consommerai moitié moins pour l'autre. C'est bien ce que vous auriez écrit, d'accord? Donc ça a l'air de marcher. On fait la même chose pour le carbone, ça ferait moins 2.
Je le redétaille, enfin, je l'ai redétaillé de l'autre côté, hein, mais c'est la même chose. Et puis, pour le monoxyde de carbone, on aurait, pareil, la même chose en plus 2. Donc, fondamentalement, ce que vous auriez écrit, ça se déduit juste de ce que je viens d'écrire, de la définition que j'ai donnée. Il y a donc une seule définition de l'avancement de la réaction. C'est la variation de la quantité sur le coefficient stoichiométrique signé. Point, barre, c'est tout. D'où l'importance de signer les coefficients stoichiométriques. Une définition sur la vitesse maintenant, histoire qu'on soit bien tranquille et qu'on soit classique. La vitesse, en physique, c'est juste la variation d'une grandeur, quelle qu'elle soit, par rapport au temps. Vous savez, alors, variation moyenne ou variation instantanée. Vous connaissez tous la signification du grand delta, c'est quand quelque chose change, mais change à grande échelle, d'accord? Il y a 2 heures de différence, il y a 15 kilos de différence, etc., etc., d'accord? Il y a 300 kilomètres, etc. Donc, à vous d'interpréter ça. Mais c'est la quantité, d'accord, qui a changé. Si on met le petit d, c'est qu'on est sur des variations infinitésimales, donc une vitesse instantanée cette fois-ci, d'accord? Une très petite quantité dans un très petit temps. Et je donne juste quelques exemples, histoire de replacer ça. Si la quantité qui varie, c'est une distance, ben vous savez ce que c'est. C'est une vitesse, mais une vitesse cinématique. C'est la vitesse d'un véhicule, par exemple, la vitesse avec laquelle je marche là en ce moment, etc. Ça, vous savez, vous connaissez parfaitement. Si c'est un angle qui varie, vous l'avez probablement déjà vu, mais je ne sais pas si on vous l'a dit, quelque chose qui a un angle qui varie, c'est une vitesse angulaire, encore une fois. Et ça peut s'exprimer tout simplement, vous l'avez déjà utilisé, vous l'avez déjà vu, comme des tours par minute. D'accord? Un moteur qui tourne à 2000 tours par minute, il fait 2000 tours en 1 minute. C'est bien un angle. D'accord? En l'occurrence, l'angle, là, il est mesuré en tour complet, en 360 degrés. Mais on pourrait le passer en degrés. On pourrait le passer en rad, en gradient, en ce qu'on veut. OK? Un volume. Volume par seconde, des mètres cubes par seconde, vous savez ce que c'est? C'est un débit, d'accord? C'est le débit d'une rivière, c'est le débit d'un robinet. Des données? Ouais, on vous vend ça pour la 5G, la 5G+, elle vient de sortir, la 5G+, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais plus quel est le fournisseur d'accès à Internet là, qui est en train de le faire, la 5G+, vient d'arriver, on n'a toujours pas la 5G de partout, mais la plus est déjà arrivée, d'accord? Alors, on est bien d'accord que là, c'est une extension un poil abusive, parce que des nombres de bits, d'accord, des quantités de données, ce n'est pas vraiment une grandeur physique, mais vous voyez qu'on peut adapter, d'accord, c'est une grandeur par rapport à un temps. Et maintenant qu'on en est là, si ce qu'on a, c'est une variation de quantité de matière, exprimée donc dans la seule vraie unité pour les quantités de matière, hein, c'est-à-dire les moles, ou des moles par litre si le volume ne change pas, d'accord, eh bien c'est ça qu'on va appeler une vitesse de réaction, parce que si on a des variations de quantité, c'est généralement qu'il y a une réaction. OK? C'est bon? Voilà. Donc, on va prendre une réaction justement, quelconque, des quantités initiales. On se met un poil plus tard, comme je mets un petit dt, vous avez tous compris que ce que j'essaie de calculer, c'est une vitesse instantanée, d'accord? Donc c'est juste une fraction infime de temps plus tard. Si j'ai bien, et là j'ai une flèche unique, donc des réactifs du côté de AB et des produits du côté de CD, je vais bien avoir une concentration qui va diminuer du côté AB, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un moins. Le moins que vous avez ici devant, dans A moins dx, c'est moins 1 dx, hein, tout le monde l'a compris. Moins 1 parce que le coefficient stoichiométrique de A, c'est moins 1. Okay, je ne les ai pas réécrits ici, mais vous l'avez tous compris. Et puis il y a moins 2 devant B, parce que le coefficient stoichiométrique de B, c'est moins 2. dx étant la variation, donc l'avancement de la réaction. Si je veux définir, je reprends la définition juste précédente, hein, ce que serait donc la vitesse de réaction, en l'occurrence la vitesse d'apparition pour les produits, je vais dire c'est la variation de concentration. Je présuppose ici que je suis dans un volume fixe, d'accord? La variation de concentration divisée par la variation de temps.
le temps qu'il aura fallu pour le faire. Le temps, je le connais, c'est dt. La variation de concentration, j'ai juste à regarder. Entre t et t plus dt, j'ai augmenté la concentration de 3dx. Donc, c'est 3dx divisé par dt. Voilà ma vitesse de réaction, d'apparition de C. D'accord ? Pour D, vous faites exactement le même topo. La variation, cette fois-ci, c'est juste dx, enfin plus 1 dx, puisque le coefficient stoichiométrique, c'était plus 1. Donc, la vitesse d'apparition de D, c'est dx sur dt, simplement cette fois-ci. Mais où il veut en venir? Juste à vous faire remarquer que le dx sur dt, il est en commun sur ces deux vitesses. Et qu'on a un coefficient de proportionnalité entre les deux vitesses. Elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, elles sont totalement liées. Et comme vous pouvez le voir, elles sont liées par les coefficients stoichiométriques. Le coefficient stoichiométrique de C est 3 fois plus grand, donc sa vitesse d'apparition est 3 fois plus grande. Ou vous pouvez le mettre à l'envers, là en l'occurrence, le coefficient stoichiométrique de D est 3 fois plus petit, donc sa vitesse est 3 fois plus petite. Ça revient au même. C'est d'accord pour tout le monde? Maintenant, on passe de l'autre côté, avec les vitesses de disparition pour A et B. Vous faites la même chose. Simplement, cette fois-ci, vous voyez bien que la quantité qui a varié, c'est moins dx. Donc, ça fera moins dx sur dt. Moins 1 dx sur dt. Moins 2 dx sur dt pour B. Et encore une fois, on a exactement le même ratio que tout à l'heure, à savoir que c'est la différence, le rapport de coefficient stoichiométrique qui fait le rapport de vitesse. D'ailleurs, en fait, si vous regardez bien, le dx sur dt, on l'a des deux côtés. Non seulement on l'a des deux côtés, mais on a exactement la même règle. Pour tous les réactifs, c'est le ratio des coefficients stoichiométriques signés qui fait la différence de vitesse, d'apparition ou disparition. C'est pour ça qu'on définit ce dx sur dt comme étant la vitesse de réaction, parce qu'elle est liée à la vitesse d'apparition ou de disparition de chacune des espèces divisée par son coefficient stoichiométrique. Donc on définit une seule vitesse de réaction, une et une unique, pas la vitesse d'apparition de, la vitesse de disparition de ceci, etc., parce que ce serait trop compliqué. Il faudrait à chaque fois qu'on précise, on dit la vitesse de cette réaction, c'est dx sur dt, donc l'avancement de la réaction divisé par la variation de temps. Et si je veux la calculer par rapport à un composé en particulier, ce sera sa variation de concentration divisé par le temps, divisé par son coefficient stoichiométrique signé. D'accord? Une seule définition. La vitesse de réaction, c'est la variation donc de l'avancement de la réaction par rapport au temps. Et on peut le calculer pour chacun des composés, juste il faut moduler par rapport au coefficient stoichiométrique signé, on est bien d'accord. Et vous voyez bien qu'ici, on aura des vitesses qui seront positives quand le coefficient stoichiométrique est positif, donc pour les produits, et des vitesses qui seront négatives, d'accord, pour les vitesses de disparition, pour les composés qui sont en train de disparaître, les produits. Oui? Mais la vitesse, elle, globale, la vitesse de réaction, elle sera toujours positive. Ben oui, parce que si la variation de dI sur dt elle est négative, c'est que c'est un réactif, que son coefficient stoichiométrique est négatif, moins par moins ça fait plus, ça fait bien une vitesse qui est positive. OK? Et si dans un exercice, il vous arrivait de trouver, par calcul, en ayant bien respecté ça, une vitesse de réaction qui est négative, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, juste que vous avez pris la réaction à l'envers. D'accord? Elle se fait dans l'autre sens, puisque vous devriez trouver une vitesse positive. C'est juste ça. OK? Est-ce que ça peut arriver dans un exercice? Oui, pourquoi pas. Après tout, ça pourrait être effectivement l'objet de l'exercice, que vous puissiez, avec les chiffres, simplement vous rendre compte qu'elle a été écrite à l'envers, quoi. Pourquoi pas? C'est bon? Alors, ben tiens, c'est pour vous. Donc, on a la réaction, c'est la même que la précédente.
Mais simplement, comme vous pouvez le voir, on a multiplié tous les coefficients stoichiométriques par 2. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait A plus A, par contre, il vaudrait mieux pas ça. Voilà. A plus 2B qui était égal à 3C plus D, ben là, tous les coefficients stoichiométriques ont été multipliés par 2. Mais on calcule à nouveau la variation du coefficient stoichiométrique. La vitesse de réaction. V, hein, d'accord? Le V. Et la question, c'est la valeur que je calcule, est-ce qu'elle ne change pas? Après tout, c'est la même réaction, hein. Moi, je me suis juste amusé à changer les coefficients stoichiométriques, mais la réaction n'a pas changé. Elle diminue, ouais, j'ai changé les coefficients stoichiométriques, donc peut-être que ça a de l'effet, puisqu'ils ont l'air d'avoir de l'importance. Elle augmente, même remarque, ou ben, on ne peut pas savoir, parce qu'après tout, pourquoi pas, ça peut être une bonne réponse. Hein. Vous verrez dans les TD où il y a quelquefois, dans certains exercices, la bonne réponse, ça peut être, non, on ne peut pas savoir là, on n'a pas assez de données, il en faudrait plus pour pouvoir conclure. Okay? Parce que savoir qu'il manque des données pour conclure, c'est aussi important que de pouvoir conclure quand on a suffisamment de données. D'accord ? Alors, les derniers, ils n'ont pas envie de répondre. Ouais, c'est pas grave, on regarde. Juste, on ne voit pas. Elle diminue. D'accord? C'est la réponse principale. Mais à 50%, on est bien d'accord. Alors, il se trouve que c'est aussi la bonne réponse. C'est bien. D'accord? Enfin, en tout cas, si vous êtes certain de savoir pourquoi vous avez répondu, elle diminue, hein, on est d'accord. OK? Ben, puisqu'on a doublé les coefficients stoichiométriques, d'accord, et qu'il est écrit dans la définition que la vitesse de réaction, c'est la vitesse de disparition ou d'apparition d'un produit. Celle-là, on est bien d'accord qu'elle ne change pas. La réaction, je ne l'ai pas changée. Si j'ai perdu 3 moles en 2 minutes, j'ai perdu 3 moles en 2 minutes, d'accord? Ça ne changera pas, je ne l'ai pas changé. Mais dans le premier cas, la première écriture, je divisais par 1 pour le composé A, puisque c'est, enfin, moins 1, puisque c'était moins 1 son coefficient stoichiométrique. Maintenant, je divise par moins 2. Donc, le V que je suis en train de calculer, il va effectivement être divisé par 2. D'accord ? Ce qui peut sembler très paradoxal, c'est la manière dont j'écris la réaction qui conditionne la vitesse de réaction. Non, qui conditionne le calcul de la vitesse de réaction. Et c'est un truc qui est très important parce que souvent, quand on est en cinétique, vous constaterez ça dans beaucoup de bouquins que vous pourriez consulter ou des exercices, d'accord, qu'on va trouver dans ces bouquins, à la bibliothèque en particulier, d'accord, des bouquins de QCM, de trucs comme ça. Souvent, ce n'est pas précisé, mais c'est super important, d'accord ? La réaction de ceci avec cela, il ne faut pas juste dire c'est la réaction de ceci avec cela, il faut l'écrire, parce que tant que vous n'êtes pas sûr des coefficients stoichiométriques, et tous les multiples et sous-multiples des coefficients stoichiométriques qui sont corrects, d'accord, qui sont bien proportionnels, sont valides dans l'écriture, cette écriture-là, elle est aussi valide que la précédente, okay, peuvent conduire à des calculs de vitesse de réaction qui sont différents. Mais le 0,5 que vous calculez avec cette équation-là et le 1 que j'aurais calculé avec la précédente, les valeurs sont différentes, mais elles sont toutes aussi valides. Si vous vous précisez que vous avez utilisé ces coefficients stoichiométriques et que moi, je précise que j'ai utilisé les autres divisés par 2. On doit donc toujours écrire la réaction chimique complètement équilibrée avant de faire de la cinétique, puisque les coefficients stoichiométriques ont de l'importance dans le calcul. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Mais c'est vraiment un point important qui n'est pas suffisamment souligné dans les ouvrages auxquels vous pourriez avoir affaire. Alors, maintenant, c'est gentil ça, on a le principe, mais comment on fait pour calculer une vitesse de réaction? Comment vous faites pour calculer un débit?
Ben, vous avez un robinet qui coule, vous mettez un seau dessous de 5 litres, d'accord? Puis vous déclenchez le chronomètre, puis vous voyez quand les 5 litres sont remplis. Puis ça fera 5 litres divisé par 45 secondes, et puis vous avez le débit, d'accord, en litres par seconde. Donc là, ce qu'il faut qu'on mesure, c'est la quantité qui a varié, qu'on divise par le temps. Techniquement, ce n'est pas faux, mais vous savez compter les molécules, vous, dans un milieu réactionnel? C'est moins facile que de mettre un seau sous un robinet, vous comprenez bien? Ok? Alors, ce n'est pas impossible, parce que globalement, suivre la concentration d'un produit au cours du temps, on peut le faire dans certaines circonstances. Il y a des cas où c'est super simple, d'accord? Il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Je vais prendre 2 cas où c'est super simple. Le produit que vous êtes en train de suivre, c'est-à-dire celui qui est en train d'être créé, c'est des ions H+. Comment on pourrait suivre sa concentration? Vous vous rappelez, au premier semestre, vous avez vu un truc qui s'appelait les pH, et puis qui existe des pH mètres. Ben, si on veut suivre la concentration en H+, on a juste à mesurer le pH. Et du pH, on en déduira la concentration en H+, donc on peut suivre à tout instant la concentration de ces ions H+. Ce n'est pas dur. Puis ensuite, vous savez bien qu'il y a énormément de composés qui sont colorés. D'accord? Ben oui, vous mettez beaucoup de sirop de menthe dans votre boisson, c'est très foncé. Vous en mettez très peu, c'est très clair. Donc il y a clairement une relation entre la concentration et l'absorption de la lumière, parce que si c'est de plus en plus sombre, c'est qu'il y a de moins en moins de lumière qui passe à travers. Donc si on mesure la quantité de lumière absorbée, dans le verre en particulier, on saura quelle quantité de sirop j'ai mis dans le verre. Et donc dès l'instant où j'ai affaire à un composé, entre guillemets, coloré, qui absorbe la lumière, alors la lumière visible ou la lumière qu'on n'est pas capable de voir, hein, des UV ou des infrarouges, je suis capable de suivre la concentration d'un composé. Il suffit qu'il absorbe de la lumière d'une manière générale. Donc ce n'est pas très compliqué. Okay? Là, on peut le faire. On a un composé que des gaz et puis on forme un produit qui est solide, on a juste à peser. Le produit solide, il va tomber, d'accord? Donc si on est sur une balance, on pourra peser. Donc fondamentalement, suivre la concentration et de manière relativement précise, on peut le faire, on a des méthodes. C'est toujours un peu indirect, hein, parce qu'on ne peut pas compter les molécules, ça on ne sait pas faire. Okay? Mais le faire indirectement à travers une autre grandeur physique, on peut le faire. Et on convertit cette grandeur physique en quantité. Et on obtient un graphique qui ressemble plus ou moins à ce que vous avez sous les yeux, là. D'accord? La concentration qui évolue en fonction du temps. Mais j'ai bien la concentration en fonction du temps. Donc là, fondamentalement, si je voulais calculer la vitesse moyenne de la réaction sur les 10 premières minutes, ben, la concentration initiale, c'est 0. Au bout de 10 minutes, c'est 0,95, on va dire quelque chose dans ce goût-là. Donc la variation, c'est 0,95 divisé par 10 minutes. J'ai la vitesse moyenne de réaction sur ces 10 minutes. Sur ces 10 minutes, moi, je voudrais la vitesse instantanée. Ah. La vitesse instantanée. La vitesse, c'est la variation de la variable divisée par le temps. Un d quelque chose sur dt, ça ne vous rappelle pas quelque chose quand on a une courbe? Ça devrait, hein? C'est juste la dérivée de. Ma vitesse, c'est juste la dérivée de cette courbe-là. C'est sa définition, en fait. D'accord? La définition même de la vitesse, c'est la variation de la concentration par rapport au temps. Et variation de par rapport au temps, par rapport à la variable qu'on utilise, c'est la définition d'une dérivée. D'accord? Et vous savez comment on calcule une dérivée quand on a la courbe graphiquement? C'est tout simplement la tangente de la courbe. Ah ouais, là je remonte loin, hein, parce que ça doit dater de la première ou de la terminale. Mais bon, c'est pas si loin que ça, d'accord? Donc fondamentalement, la vitesse de réaction, vu sa définition, c'est tout simplement la tangente de la courbe de la concentration en fonction du temps. Vous vous mettez n'importe où sur cette courbe-là, vous tracez la tangente, et la pente de cette tangente, c'est la vitesse de réaction. Tout simplement. Donc fondamentalement, graphiquement, c'est super simple à faire. Bon,
vous avez déjà fait des tangentes, hein, vous savez comment ça se passe, la règle, ouais, c'est un peu dû au jugé. Mais vous comprenez le principe, d'accord? Et puis maintenant, si au lieu de le faire à la main avec une règle, vous avez un outil du style Excel ou un truc dans le genre qui est capable de faire ça beaucoup plus précisément, d'accord? Ou n'importe quel outil informatisé, là, il va vous le faire très précisément, d'accord? Sans bricoler avec la règle, l'épaisseur du trait et tout le bazar. Donc ça peut être fait quand on a la courbe de variation de concentration au cours du temps. Trouver la vitesse, ce n'est pas compliqué. C'est la variation de. Donc ça peut se faire assez facilement. Alors évidemment, on le fait en plusieurs points, hein, d'accord? Et donc là, j'ai l'évolution de la vitesse au cours du temps, qui est simplement la dérivée de la courbe précédente. C'est bon? Alors évidemment, là, le composé que je suis en train de faire apparaître, c'est un produit, donc sa concentration est croissante. Et vous voyez que dans le cas présent, sa vitesse d'apparition, elle est, elle, décroissante. Elle n'est pas constante, elle a cette forme-là. Ce ne sera pas toujours le cas, hein. C'est juste dans ce cas-là, c'est ce qu'on va étudier un peu plus tard, le comment ça varie. Ça ne varie pas toujours de la même manière. Mais dans ce cas-là, on a une vitesse qui est décroissante. En gros, le produit, il apparaît de plus en plus lentement. C'est assez classique, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Ce n'est pas systématiquement le cas parce que cette vitesse qui varie au cours du temps, elle dépend d'énormément de paramètres. Les principaux, ils vont vous sembler, enfin j'espère qu'ils vont vous sembler relativement évidents. Alors le premier, vous le savez, mais sans le savoir, la température a énormément d'influence sur la vitesse de réaction. Vous savez tous que cuire un steak au frigo, ça marche vachement moins bien que quand on le met sur une poêle chaude. Voilà. Okay ? L'exemple a l'air un peu bête comme ça, mais c'est vrai. D'accord ? Pourquoi l'humain meurt à 43 degrés à peu près ? Parce qu'il y a des tas de réactions biochimiques qui, à cette température-là, s'emballent complètement et dérèglent la totalité du système. D'accord ? Parce que justement, elles vont trop vite. Et ça ne se joue à pas grand-chose. Hein. On fonctionne bien jusqu'à 38, 39. Voilà, c'est juste du désagrément. Au-delà, on fonctionne plus bien du tout, voire plus du tout carrément. Mais c'est lié à ça. Donc, cette idée de température qui a de l'influence sur la vitesse de réaction, vous le savez. Et vous savez aussi hein, que quand, si je reprends mon steak, si vous mettez doucement la vitesse, ça cuit moins vite. Si vous mettez trop fort, ça crame carrément. Parce que là, justement, ça va bien trop vite. C'est bon ? Vous voyez aussi que, dans les parenthèses, il y a aussi des concentrations. L'idée, c'est que plus il y a de réactifs, d'accord, plus il y a des chances que la réaction soit rapide. Ce n'est pas toujours aussi évident que ça, d'accord ? Mais en tout cas, vous pouvez en avoir une certaine sensation, une certaine idée, mais ce n'est pas aussi franc que ça. Oui, souvent, augmenter une concentration augmente la vitesse, mais ça peut être aussi l'effet inverse. Ça peut aussi la faire baisser. D'accord ? Ça va dépendre des situations. Mais clairement, que la concentration des réactifs et de l'influence, ça ne semble pas complètement idiot non plus, comme principe. Et c'est une réalité. Je vous prends un exemple pour relativiser ça. C'est la réaction simplement de formation du iodure d'hydrogène. L'acide iodhydrique, d'accord, vous connaissez l'acide chlorhydrique, mais là c'est simplement avec de l'iode, c'est la même chose. Ça se fait assez facilement, on a du diode qui peut être gazeux, d'accord, ça se fait facilement le diode gazeux, du dihydrogène gazeux, on les fait réagir ensemble. Généralement, ils sont prêts à réagir assez facilement et de manière souvent un peu explosive, il faut juste les y inciter un tout petit peu au début. Et simplement les exposer à la lumière, ça lance la réaction, d'accord ? Donc il ne faut vraiment pas grand-chose pour les faire démarrer. Ça les forme, et quand on étudie la réaction, on l'étudie longuement, hein, on fait varier plein de paramètres, on s'aperçoit que la vitesse de réaction, elle varie comme ça, de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a un coefficient de vitesse, c'est le K qui est devant, qui dépend très majoritairement de la température, pratiquement exclusivement de la température. D'accord ? Pas tout à fait que, mais presque que de la température. Ce n'est donc pas une constante de vitesse, vous allez voir ça dans beaucoup de bouquins, dans beaucoup d'exercices. C'est un coefficient de vitesse, d'accord,
Parce que si c'est une constante, il n'y a pas de raison que ça varie avec la température. Il faut être logique avec les termes à un moment ou avec les autres. Okay, alors, quand moi j'étais étudiant, tout le monde utilisait le terme constante de vitesse. D'accord? Et il n'est pas impossible que vous m'entendiez le dire juste parce qu'à ce moment-là, je ne fais pas attention et que ça sorte naturellement. Mais c'est bien coefficient de vitesse. Et il dépend de la température. Et puis, vous voyez ici que ça dépend directement de la concentration en dihydrogène, la concentration en diode. Okay, encore une fois, hein, pas de variation de volume ici, on est dans un récipient fermé et puis il n'y a pas de souci avec ça. Donc si je double ici la concentration en dihydrogène, j'aurai une vitesse qui sera 2 fois plus grande. Je double la concentration en diode, la vitesse 2 fois plus grande aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Okay. Exemple 2. Cette fois-ci, je fais du dibromure, enfin de l'acide bromhydrique, d'accord? C'est la même. Ouais, en même temps, c'est la même, mais ils sont dans la même colonne, d'accord, du tableau périodique. Donc oui, on a quasiment la même réaction, on a quasiment les mêmes propriétés. Il se trouve juste là que quand on fait l'étude cinétique, c'est ça qu'on obtient. C'est un chouille plus compliqué, d'accord? C'est ce que je voulais vous dire par, oui, les concentrations, elles interviennent. Hein. Mais vous voyez qu'ici, il n'y a même pas que les concentrations en réactif, il y a aussi la concentration en produit qui intervient. D'accord ? Et comme elle intervient en bas, ça veut dire que plus il y a de produits, plus ça ralentit la réaction. D'accord ? Ça a un effet antagoniste. OK ? Donc, et bon, évidemment, hein, quand on fait l'étude de réactions qui ont des cinétiques aussi complexes que ça prend un poil plus de temps que ce qu'on va voir par la suite. Ça, c'est de la cinétique complexe. Parce qu'on a forcément plein de réactions qui interviennent en même temps. Ça va ? Donc, en gros, la réaction qui a l'air simple n'implique absolument pas une cinétique qui est simple. Alors, nous, là, pour presque les 3 heures qui vont suivre, enfin 2 heures au moins, on va se concentrer sur la partie la plus simple de la cinétique. La cinétique, non seulement simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une réaction, mais en plus où elle admet ce qu'on appelle un ordre. Je vais vous définir ce que c'est qu'un ordre. Ça arrive. Si, expérimentalement, à la fin des expériences, on est capable d'écrire la vitesse de réaction sous une forme qui ressemble à ça, c'est-à-dire la première qu'on vient de voir, hein, celle avec l'iode, et pas la deuxième, eh bien, cette réaction, on dit qu'elle admet un ordre. C'est-à-dire qu'on aura simplement un coefficient de vitesse qui dépend de la température, majoritairement, et puis des concentrations en réactif portées à une certaine puissance. Donc, dans le cas précédent, c'était simplement puissance 1, puisqu'on avait H2 et puis I2. D'accord ? Donc voilà. Si on peut l'écrire comme ça, on a fait les études cinétiques, et puis on obtient quelque chose comme ça, dans ce cas, on dit que la réaction admet un ordre. K, c'est le coefficient de vitesse. A, ce sera ce qu'on appelle l'ordre de la réaction par rapport à A. B, l'ordre de la réaction par rapport à B. Et A et B sont ce qu'on appelle les ordres partiels. A plus B est ce qu'on appelle l'ordre global. Ça va ? C'est pas compliqué, hein, mais c'est important que vous sachiez et puis que les définitions soient données. Donc les ordres partiels, c'est pour chacun des réactifs. L'ordre global, c'est la somme des ordres partiels. Ça a une conséquence désagréable pour vous, mais sympa pour moi en tant qu'enseignant qui doit vous poser des sujets d'examen. C'est que, puisque les concentrations qui sont en dessous, là, quand je veux calculer K, ces concentrations, elles dépendent de A et B. Ben oui, si A est égal à 1, j'ai des moles par litre. Mais si c'est A qui est égal à 2, c'est des moles carrés, litres carrés que je vais avoir, par litre carré. D'accord ? Donc ça veut dire que ce qui se trouve en bas, là, le produit des concentrations, porté à des puissances qui sont égales aux ordres partiels de chacun des deux composés, ça a une unité qui dépend de A et B, qui est variable. Et si l'unité de ce produit-là en bas dépend de A et B, ça veut dire que l'unité de K dépend de A et B, de l'ordre global. Ce n'est donc pas un ordre fixe,
Le coefficient de vitesse n'a pas un ordre fixe, il n'est pas une unité, pardon, il a une unité qui dépend de l'ordre global. Ce n'est pas un truc comme d'habitude où, voilà, ça c'est des mètres cubes, ça c'est des litres, des moles par litre, etc. Là, c'est variable. Okay. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant pour moi qui fais l'examen? Parce que ça fait des questions toutes trouvées, quoi. Voilà. Quand on fait les examens, il y a toujours, à un moment ou à un autre, une question qui porte sur dans quelle unité le coefficient de vitesse vous allez le retrouver. Voilà. Okay. Forcément, puisqu'il est variable. Donc, cette unité, enfin, toutes les concentrations, elles sont en mol par litre par seconde. Ça, c'est toujours vrai. Hein. C'est la définition. Hein. D'accord ? La vitesse, elle est toujours en une quantité divisée par un temps. Donc, une quantité éventuellement rapportée à un volume si le volume ne change pas, donc des mols par litre par seconde ici. Par contre, pi, vous vous rappelez, ça veut dire produit, hein, produit de. D'accord ? Donc, le produit des concentrations, lui, il sera proportionnel à l'ordre global. Donc, on aura quelque chose qui va ressembler à ça. D'accord ? Une concentration portée à une puissance 1 moins L divisé par un temps. Voilà. C'est comme ça. Et on fait comment? C'est ce qu'on voit en TD pour être sûr que ça se passe bien. Okay? Alors, je peux l'écrire ici, hein, mais si vous apprenez ça, vous allez vous planter à l'examen. C'est exact, il faut que ce soit écrit quelque part pour que vous sachiez. D'accord? Mais ce n'est pas en se rappelant de cette formule-là que vous résolverez correctement les exercices des TD. On voit en TD comment on fait rapidement ça, d'accord ? Et à coup sûr, juste. Ça fait partie des exercices. C'est bon ? Allez, à vous. Je ne sais plus c'est quoi la question d'ailleurs en fait. Bon, on est tous d'accord. J'ai oublié d'enlever les réponses, donc forcément tout le monde les voit. Mais oui, l'ordre de la réaction par rapport à I2 ou à H2, je ne sais plus, c'est ça. Alors, il faut que je passe. Ça, c'était pour l'autre. Ça, c'est plus intéressant. Quelle est l'unité? C'est plus celle-là qui m'intéresse. Les deux autres ne m'intéressent pas. Mais quelle est l'unité, donc, de K, parce que c'est ce dont il était question. Quelle est l'unité de K si on a une cinétique qui peut s'écrire de cette manière-là? Ah, zut, c'est pas vrai ça, non, choc. Bon, tant pis, je me suis trompé de bouton. Bon, c'est pas grave, vous les voyez quand même. Mais après tout, vous pouvez ne pas être d'accord. Hein. Donc oui, ça c'est la bonne réponse, on est d'accord. Alors, ce qui serait intéressant là, c'est que ce truc-là, quand vous reprenez votre cours, vous revérifiez le pourquoi c'est ça la bonne réponse. D'accord ? Être sûr que, puisque l'ordre apparent pour H2 c'est 1, puisque l'ordre apparent pour I2 c'est 1, donc l'ordre global c'est 2, pourquoi est-ce que j'ai ça comme unité pour K? Être sûr que vous êtes capable de le retrouver. Voilà, c'est ça qui est important. Oh, le mot formel, il fait peur. Ouais, quand il y a du formalisme, c'est que ça va commencer à se rigidifier. Vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de matin jusqu'à présent dedans. Voilà. La phrase aussi, elle fait peur. Mais il y a bien un moment où il faut qu'on y arrive. Alors, l'approche formelle, c'est simplement que, puisqu'on en a déduit que la vitesse de réaction, c'est juste la dérivée de quelque chose, mine de rien, on a introduit des maths à l'intérieur. On est déjà dedans, d'accord ? On est déjà dans cette idée que la vitesse, ce n'est pas n'importe quoi par rapport à la concentration, c'est juste la dérivée d'une fonction. Et que la vitesse, on vient de dire qu'elle pouvait avoir une certaine forme. K fois des concentrations élevées à certaines puissances. C'est une fonction, ça. D'accord ? Donc, si on a une fonction et qu'on sait que cette fonction, c'est la dérivée d'autre chose,
puisqu'on a la fonction, qu'on sait que c'est la dérivée, on devrait pouvoir retrouver la primitive. Ça vous dit des choses, ça? Ouais, les intégrales, etc. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Alors d'abord, une définition, parce qu'on va en avoir besoin. Mais vous l'avez déjà vu quand vous étiez avec les réactions radioactives, enfin la radioactivité au premier semestre. Simplement, en radioactivité, on appelle ça la période, d'accord? En chimie, on appelle ça le temps de demi-vie. Et c'est la même chose. C'est combien de temps faut pour éliminer la moitié de. La moitié du truc radioactif quand on est en radioactivité, la moitié du réactif quand on est en chimie, tout simplement. Okay? Donc le temps de demi-vie, ça correspond à j'ai divisé la concentration par 2. Voilà. C'est fondamentalement la même chose qu'en radioactivité. D'accord? On en a éliminé la moitié. Bon, on appelait ça, effectivement, la période plus tôt. Donc, l'idée, c'est de repartir de ça. Je sais que la vitesse de réaction, c'est la variation de la concentration. De réactif, on part toujours d'un réactif quand on est en train de faire cette approche formelle. Donc A, c'est un réactif, donc je connais le coefficient stoichiométrique. D'accord? C'est la variation de sa concentration divisée par le coefficient stoichiométrique par rapport au temps. Bien. Mais je pourrais le faire par rapport à un autre réactif. D'accord? Dès l'instant où c'est un réactif que je mets là-dedans, à la limite, même formellement, si c'est un produit par rapport à la vitesse, ce ne serait pas choquant, mais ça va m'embêter plus tard. Donc, en général, on le fait par rapport à un réactif. Et je sais, puisque c'est ce que je suis en train d'étudier là maintenant, que sa loi de vitesse, elle admet un ordre, donc que je peux l'écrire sous cette forme-là. Alors, j'ai un peu de mal à savoir depuis quelques années ce que vous avez vu ou pas vu quand vous étiez en maths, quand vous étiez en première et en terminale. Parce que ça n'arrête pas de changer et que certains ont pris des options maths, d'autres n'en ont pas pris. Enfin bref, c'est un peu le bazar. Mais ça, vous devriez le reconnaître comme étant ce qu'on appelle une équation différentielle. Dans la même équation, on a la fonction et sa dérivée. On a A, vous le voyez, et dA sur dt. Et quand on a dans la même équation une fonction et sa dérivée, on appelle ça une équation différentielle. Et alors maintenant, j'en sais rien, d'accord? Mais fut un temps où on devait savoir résoudre des équations différentielles. Mais j'ai pas fait option maths, moi. Oui, en fait, c'est moi qui vais le faire, vous allez regarder, et puis ensuite, vous aurez le résultat. Okay? Mais un peu comme ce qu'on a fait au premier semestre, où je tenais à ce que vous sachiez que ça ne tombe pas du ciel, d'accord? On va le faire quand même, une fois, pour que vous voyez d'où ça vient, et surtout que vous compreniez les contraintes, qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec après, parce qu'on aura pris un certain nombre d'hypothèses dans la résolution. Alors, donc, la dérivée, la fonction, une équation différentielle, c'est ce que je viens de dire. On va en étudier que 3, les 3 plus simples. D'accord? Enfin, les 3 plus simples. Les 2 premières, elles sont effectivement simples. La troisième, je vais déjà vous montrer que ça coince dans certaines situations. Okay? Alors, réaction d'ordre 0. Quand il n'y a pas précisé, quand on dit réaction d'ordre 0, c'est forcément d'ordre global 0. D'accord? Donc, n est égal à 0. Pour que n est égal à 0, vous êtes tous d'accord, il faut que petit a et petit b et petit c et tous les autres, selon le nombre de réactifs, soient tous égaux à 0. D'accord? Donc ça veut dire que forcément, ma vitesse de réaction, qui est la variation de concentration, je prends n'importe lequel, ça n'a pas d'importance, les réactifs, va s'écrire sous cette forme-là. D'accord? Est-ce que j'ai besoin de rajouter b, c? On s'en fout, c'est n'importe lequel, ils sont tous égaux à 0. D'accord? Donc là, j'ai choisi de le faire avec a, mais on pourrait rajouter tous les autres. Et vous savez ce que ça veut dire, n'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Okay? Enfin, 0 puissance 0, c'est indéfini, mais on s'en fout, ce n'est pas le cas ici. C'est bon? Donc ça fait 1. Ça veut donc dire que je ne suis pas obligé de l'écrire. Une réaction d'ordre global 0, ça veut dire que sa vitesse est égale au coefficient de vitesse, qui ne varie qu'avec la température. Donc si je ne change pas la température, cette vitesse sera constante tout au long de la réaction. Voilà juste ce que ça veut dire. Okay?
Après, si je change la température, K va changer, et ça pourrait avoir de l'influence. Et pourquoi est-ce que je changerais la température? Imaginez que ce soit une réaction exothermique. Si c'est une réaction exothermique, d'accord, le milieu, il va chauffer. Donc ça peut influencer sur K. Pourquoi pas? C'est bon? Donc là, je vais me placer dans des conditions isothermes pour simplifier les choses. Donc, ce que j'ai là, je peux le réécrire. C'est ce qu'on fait classiquement quand on essaie de résoudre une équation différentielle. Parce que j'ai bien une équation différentielle. Hein. On met les variables d'un côté, enfin une variable d'un côté, l'autre variable de l'autre. Donc ici, j'ai séparé les A d'un côté, les T de l'autre. En fait, il n'y a que des A et puis il n'y a que des... Oui, maintenant, il n'y a que ça. Vous verrez tout à l'heure, il y aura plus de choses à déplacer. Mais ça n'empêche pas qu'on fait toujours de la même manière. On sépare les variables. Et puis ça, on regarde si on est capable de l'intégrer, de trouver les primitives, puisque ça, c'est des dérivés. La primitive de dA. Enfin, je peux l'écrire comme ça. Hein. Je l'ai juste, oui, c'est sans importance. La primitive de dA, c'est juste A. Oui, enfin, l'intégrale, la primitive de 1, parce que finalement c'est 1 qui est écrit, c'est A, d'accord? A dit A, la dérivée de A, d'accord, par rapport à A, c'est 1, voilà. Donc, c'est A. Pour dt, c'est la même chose? Oui, il n'y a pas de raison de changer les règles. Hein. Si d'un côté, je dis que la primitive de 1 par rapport à A, c'est A, de l'autre côté, la primitive de dt par rapport à t, c'est t, d'accord? Et pourquoi il y a une constante qui est apparue là? Parce que vous savez tous que la dérivée d'une constante, c'est 0, d'accord? Donc, potentiellement, il y a une constante qui se rajoute là au bout. Parce que quand je dérive, elle va juste disparaître à l'étape du dessus, donc je ne sais pas. Ah, c'est dommage. Il suffit d'essayer de trouver à quoi est égale cette constante. Comment on fait ça? On fait ça classiquement en se plaçant dans un point qu'on connaît, pour lequel on connaît la valeur de la vitesse, la valeur de la concentration, n'importe quoi, ce qu'on est en train de chercher. Et en l'occurrence, quand je suis à t égale 0, au moment où la réaction va commencer, c'est moi qui ai préparé le mélange. Je connais bien les concentrations, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui fais l'expérience. Donc la concentration à 0, je la connais, c'est une valeur connue. Et puis comme t est égal à 0, le nu-a kt, il est égal à 0. Donc ma constante, c'est tout simplement la concentration initiale. Ok? J'ai pris un point que je connaissais. Voilà. C'est bon? Ça veut donc dire que si je suis dans une cinétique d'ordre 0, la variation, enfin plutôt, la concentration du réactif A, j'aurais pratiquement la même chose avec un autre réactif s'il y en avait plusieurs, hein, d'accord? Je change le truc, elle va varier de cette manière-là. Ça ne ressemble pas un peu beaucoup à l'équation d'une droite, ce truc-là? Vachement, hein? C'est AX plus B, quoi. C'est une droite affine, tout simplement. Ça veut donc dire que ce machin-là, si je le trace, je trace la concentration de A en fonction du temps, je devrais obtenir une droite. On peut faire, hein? C'est pas dur. Donc, je la prends sous cette forme-là, hein, c'est juste histoire que ce soit écrit, d'accord? J'ai quelque chose dans ce goût-là, j'ai le paramètre, puis je vais prendre le coefficient stoichiométrique égal à -1, juste pour simplifier les choses, pour qu'on ait un exemple, pour que je puisse le tracer, parce que pour le tracer, je suis bien obligé. Ça veut dire qu'au cours du temps, ce que j'ai là ici, ça va faire moins kt, on est tous bien d'accord? Ok? Ça va donc faire moins kt plus A0. Voilà, ça fait ça. Point. C'est une droite dont la pente est égale à moins k, dont l'ordonnée à l'origine est A0, la concentration initiale, et qui s'arrête bien à ce point-là. Elle ne continue pas en dessous, on ne peut pas avoir des concentrations négatives. Donc ça veut dire que quand j'arrive là à l'intersection entre la ligne du temps et ma droite, la réaction est terminée. J'ai consommé la totalité du réactif. La réaction s'arrête. Ça va pour tout le monde? Ce n'est pas très compliqué. Ça va relativement bien. Tant qu'on a ce graphique-là, on peut en profiter pour se demander combien de temps il faut, dans cette situation-là, pour consommer la moitié du réactif. D'abord, on va le faire mathématiquement. Alors, comment on fait ça mathématiquement? Juste, pourquoi elle n'est pas arrivée, ma truc? On a deux conditions. On a la condition 1, j'aurai le temps de demi-réaction quand j'ai divisé la concentration par 2, c'est sa définition.
et j'ai l'équation de la concentration en fonction du temps. Si vous combinez les deux, ça veut dire que quand j'ai divisé la concentration par 2, c'est-à-dire que quand A est égal à A0 sur 2, j'ai T1,5. Donc je peux réécrire ça sous cette forme-là. Vous réarrangez, parce que ce qui nous intéresse, c'est T1,5. Vous vous débrouillez en 1, 2, 3 étapes, ça dépend de votre maîtrise, d'accord, des équations, pour sortir T1,5, d'accord. Vous pouvez le faire comme c'est fait là, mais vous pouvez le faire comme ça vous chante, vous, ça n'a pas d'importance. Vous sortez simplement T1,5, et vous voyez que T1,5 va s'écrire sous cette forme-là, d'accord, à savoir que ça dépend de la concentration initiale. Si j'ai 2 fois plus de produits, il faudra 2 fois plus de temps pour en consommer la moitié. OK ? Et que, bien entendu, puisqu'il y a K qui apparaît en bas, si je fais varier la température, ça changera ce temps de demi-réaction aussi, puisque K dépend de la température. Oui ? Ça va pour tout le monde ? Ce n'est pas très compliqué, ça va bien. Ça se voit très bien. Oui, vous avez noté qu'il y a des fois où ça apparaît en surligné vert. Ça veut dire que c'est des éléments qui sont importants, d'accord ? Qui sont dans votre examen, vous n'avez pas droit au cours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que de la chimie. Voilà, s'il n'y avait que de la chimie, vous auriez droit au cours, mais il n'y a pas que de la chimie, donc vous n'avez pas droit au cours, mais vous avez besoin de savoir faire ça. OK ? Donc c'est des éléments qui sont importants à savoir. Ou à retrouver, d'ailleurs, en fait. Parce que, fondamentalement, l'équation, là, elle est un peu difficile à mémoriser. Puis vous allez voir, il y en a 2 autres qui vont arriver qui ont quasiment la même gueule. Quasiment, c'est le mot important. Okay ? Pas exactement les mêmes. Et là, pour arriver à ça, depuis là-haut, il faut combien ? 10 secondes ? 15 secondes ? Pas tellement plus, hein, honnêtement. Hein. Vous l'avez fait 1 ou 2 fois, il faut 15 secondes pour repartir des conditions qui sont là-haut et arriver à la formule qui est là. À vous de voir s'il vaut mieux économiser 15 secondes sur une épreuve d'1 heure et demie ou se foutre dedans en n'ayant pas mis le K au bon endroit ou le A0 au bon endroit ou un truc dans le genre. C'est vous qui voyez, je ne suis pas à votre place, ce n'est pas moi qui passe l'examen. D'accord ? Moi, je sais ce que je ferai. Je n'apprends pas la formule, j'apprends à la faire, parce que de toute façon, pour ce cas-là, l'ordre 1 et l'ordre 2 qu'on va voir plus tard, c'est toujours le même principe, ça se fait toujours de la même manière. Okay ? Et ça prend 15 secondes à chaque fois, pas plus. Mais vous faites ce que vous voulez. Je vous signale simplement que ça, c'est important. Il faut l'avoir. La retrouver ou la connaître, c'est vous qui voyez, mais il faudra pouvoir l'utiliser. C'est quasiment dans tous les examens. Si on regarde ça graphiquement, parce que c'est important, puisque j'ai une droite qui se prélasse comme ça, quand je divise la concentration par 2, cette quantité que j'ai là, c'est-à-dire la quantité qu'il faut pour consommer la moitié du réactif, c'est cette quantité-là. D'accord ? Et la question qu'on peut se poser, parce que ça se voit bien, graphiquement, ça se voit un poil moins bien sur l'équation qui est en haut, combien de temps il faut pour, une fois que je suis arrivé à la moitié, à nouveau consommer la moitié du réactif. C'est-à-dire pour passer de A divisé par 2, enfin A0 divisé par 2 à A divisé par 4. Mais regardez graphiquement, ça se voit super bien. D'accord ? Puisque j'ai divisé la concentration par 2, il faut 2 fois moins de temps. La petite barre que je suis en train de rajouter, elle est 2 fois plus petite que la précédente. Ça se voit, maintenant, vous l'avez vu visuellement, ça se voit très bien au-dessus. Hein. Si A0 est divisé par 2, ben forcément, le temps il va être divisé par 2 aussi. D'accord ? Le temps de demi-vie, le temps qu'il faut pour consommer la prochaine moitié, est de plus en plus court. Les temps de demi-vie successifs, il n'y a pas le mot successif, vous pouvez le rajouter, sont de plus en plus courts. Et je vais le dire là, je le redirai tout à l'heure, et on le reverra en TD. Le fait d'avoir une droite entre la concentration, comme relation entre la concentration et le temps, ça veut dire, c'est une condition nécessaire et suffisante pour dire que j'ai une cinétique d'ordre 0. Mais fondamentalement, puisque c'est une droite, et que le fait que les temps de demi-vie soient de plus en plus courts de cette manière-là, d'accord,
C'est une conséquence que c'est une droite, c'est une conséquence du fait que c'est une droite, plutôt, pour le dire correctement. Ben, ça veut dire que le fait d'avoir des temps de demi-vie successifs de plus en plus courts, c'est aussi une condition nécessaire et suffisante pour savoir que j'ai une cinétique d'ordre zéro. Donc, on vous donne des données, vous voyez que les temps de demi-vie sont de plus en plus courts au cours du temps, ben vous avez une cinétique d'ordre zéro. Point. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, hein. Il n'y a rien besoin de tracer, juste le premier temps de demi-vie c'est 1 heure, le deuxième c'est une demi-heure, ben, c'est une cinétique d'ordre zéro. Point, c'est tout, c'est fini. Point. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. D'accord ? C'est fait. Il n'y a pas besoin de faire les intégrations, les machins. Ben non, puisque ça, c'est déjà fait. D'accord ? On est directement à la conclusion. Et ça ne peut pas être autrement. Temps de demi-vie de plus en plus court, c'est une conséquence du fait que ce soit une droite. La conséquence de le fait que ce soit une droite, c'est parce qu'on a un ordre zéro, donc tout est fait. C'est plus simple comme ça ? Ouais. Donc. Alors, on continue. Ah, ça c'est pour vous, ça. C'est pas pour moi. Alors, la fin du truc, c'est le calcul à faire de tête, je crois. Ouais, c'est ça. Le temps de demi-vie d'une réaction, c'est une cinétique d'ordre zéro, hein, d'accord ? C'est un fait établi. On a une cinétique d'ordre zéro, ça vous le savez. Et on a mesuré le temps de demi-vie, le premier, comme étant 2 heures. Combien de temps faut-il pour épuiser tout le réactif ? Ah, il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas vu. La plupart d'entre vous l'ont vu. Mais vous avez tous bien noté à quoi ressemble le graphique, là ? Je le redessine, là, mais il y a la même distance de ce côté-là et de l'autre. D'accord ? C'est un triangle rectangle. Vous avez divisé un côté par 2, vous divisez l'autre côté par 2 aussi. D'accord ? Donc s'il a fallu 2 heures pour consommer la première moitié, il faut aussi 2 heures pour consommer la deuxième moitié. Donc effectivement, il faut 4 heures. Juste 4 heures. OK ? C'est super simple. C'est le seul pour lequel ce soit simple, donc profitez-en. D'accord ? Les autres sont moins simples. Réaction d'ordre 1. On va refaire la même chose, ben, plus ou moins, mais en adaptant. D'accord ? Donc, l'équation. J'ai toujours ma vitesse qui est la variation de la concentration d'un réactif. D'accord ? Fondamentalement, ça, je peux prendre n'importe lequel, hein, ça n'a pas d'importance. Et cette fois-ci, si l'ordre global est égal à 1, c'est forcément, d'accord ? Si j'ai des ordres entiers, hein, c'est ce qu'on va étudier, uniquement les ordres entiers, d'accord ? Que j'ai un des réactifs, celui que j'ai choisi, dont l'ordre apparent, l'ordre partiel, est égal à 1. L'ordre partiel, pas l'ordre apparent. C'est bon ? Voilà. Ben donc ça s'écrit comme ça. Ça, est-ce que vous savez le résoudre ? J'en sais rien, mais on va faire comme si. C'est comme tout à l'heure, vous mettez d'un côté une variable, de l'autre, l'autre variable. Donc j'ai mis les A d'un côté, ça fait dA sur A. De l'autre côté, nu A kt. Ce nu A kt, c'est exactement le même que celui de tout à l'heure. Hein, donc il s'intégrera exactement de la même manière. Il fera un nu A kt plus une constante. Ce côté-là, c'est réglé, ça se passera toujours de la même manière. Mais du côté de A, c'est un peu différent. Ce n'est pas 1 que je vais intégrer cette fois-ci. C'est 1 sur A. J'ai besoin de connaître la primitive de 1 sur A. Et c'est là que je ne sais pas ce que vous savez, d'accord ? Mais c'est en théorie quelque chose que vous devriez connaître. La dérivée de log de A, c'est 1 sur A. Donc la primitive de 1 sur A, c'est log de A. D'accord ? Donc ça va me faire log de A de ce côté-là. De l'autre côté, la même chose que tout à l'heure, parce que c'était exactement la même présentation, donc il n'y a pas de raison que ça change. J'aurai à nouveau nu A kt plus une constante. Constante que je vais déterminer tout simplement, comme tout à l'heure, en me plaçant à t égale 0, parce qu'à t égale 0, je sais que la concentration initiale, c'est moi qui fais l'expérience,
c'est A0, et donc ça me fera log de A0 égale nu A K 0, ça disparaît, plus la constante. Ma constante, cette fois-ci, elle est égale à log de A0. Puis c'est tout. Ben oui, vous voyez qu'ici la difficulté, c'est qu'il faut savoir que la primitive de 1 sur A, c'est log de A. Mais une fois qu'on sait ça, après, ça pose plus de problème, hein, ça se fait de la même manière que précédemment. Donc tout à l'heure, on avait la concentration qui était proportionnelle au temps, c'était une droite. Cette fois-ci, quand vous regardez, ça c'est aussi l'équation d'une droite, d'accord? On a bien y égale à x plus b. C'est juste que le x, cette fois-ci, c'est le log de la concentration. C'est le log de la concentration qui est proportionnel au temps. D'accord? Ce n'est pas la concentration. Si ça, je le trace, encore une fois, hein, pour simplifier les choses et que ce soit bien clair, je vais prendre un coefficient stoichiométrique pour A qui est égal à -1, mais ça pourrait ne pas être -1, d'accord? Et c'est juste pour avoir l'exemple. Je vais tracer log de A en fonction du temps, et si je trace log de A en fonction du temps, ben j'ai l'équation d'une droite dont la pente est égale à nu A K, donc ici moins K, puisque j'avais pris -1, et dont l'ordonnée à l'origine est log de A0. OK? Donc j'ai aussi une droite, mais cette fois-ci, c'est une droite si j'utilise le logarithme de la concentration, et non pas la concentration. Ben, ce qui me permet de distinguer expérimentalement si j'ai une cinétique d'ordre 0 ou d'ordre 1. Si c'est une cinétique d'ordre 0, c'est la concentration qui est linéaire en fonction du temps. Si c'est une cinétique d'ordre 1, c'est le log de la concentration qui sera linéaire. Je sais faire la différence. D'accord? Ça va? Ça, c'est en log. Généralement, ce qu'on veut, ce n'est pas en log, c'est en concentration. C'est la concentration qui m'intéresse. Bon, sur une calculatrice, ce n'est pas dur de passer de l'un à l'autre. Mais à quoi ça ressemble si c'est la concentration que je veux ou pas? Vous savez que pour prendre l'inverse d'un log, c'est la fonction exponentielle. D'accord? Donc si cette équation-là, je la passe en exponentielle, d'accord, je vais obtenir, ben, pour exponentielle de log de A, tout simplement A, puisque les deux fonctions s'annulent. Ça me fera donc ceci. Wow, pourquoi il y a le A0 qui est venu devant, là? Ah, ça, c'est quelque chose que vous devriez savoir si vous maîtrisez les logs et les exponentielles, d'accord? Mais des sommes de logs ou des produits d'exponentielles, ça se combine, et donc il faut que vous le sachiez, d'accord? Voilà, c'est juste qu'il faut que vous le sachiez. Donc on a ici le log de A0 qui est à l'intérieur, qu'on peut ressortir tout simplement. Enfin, l'exponentielle du log de A0 qu'on peut ressortir à l'extérieur. Ça va? Donc, ça, c'est une fonction exponentielle. Ah ben, vous savez à quoi ça ressemble, les fonctions exponentielles? Les trucs qui font comme ça? Oui? Oui. Presque. Le nu A que vous avez là-dedans, c'est un réactif. Donc, il est négatif. C'est donc une exponentielle négative. D'accord? C'est pas compliqué, hein, elles sont dans l'autre sens. Voilà. Si vous avez les exponentielles qui croissent comme ça, les exponentielles négatives, elles décroissent comme ça. Voilà, c'est juste ça. Okay? Mais elles ont la même forme, simplement dans un miroir. Okay? Pardon. Ce qui fera donc quelque chose qui ressemble à ça. C'est comme l'exponentielle, d'accord, que vous connaissez, qui croît de plus en plus grand vers l'infini, mais simplement là, elle est renversée par rapport à l'axe Y parce qu'il y a un signe moins à l'intérieur. Donc vous voyez que ce n'est pas une droite, hein, effectivement. C'est bon pour tout le monde? Alors, je la mets de côté parce qu'elle va être importante et je vais la recombiner à nouveau avec ma condition pour le temps de demi-réaction, le temps de demi-vie. Si je les combine les deux, je vais faire apparaître à 0 sur 2 pour la concentration, le T1,5, alors tout à l'heure je l'avais noté T1,5, là j'ai mis 0,5, c'est parce que vous trouverez les deux notations autant que vous vous habituez, d'accord? Ça veut simplement dire le temps de demi-vie. Vous voyez l'un des deux, vous savez ce que c'est. Donc je l'ai sous cette forme-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est T1,5 en fonction de tout le reste, d'accord? Donc vous vous débrouillez sur 1, 2, 3 lignes pour sortir le T1,5 de ce que vous avez là.
log de A moins log de B, ça fait log de A sur B. D'accord? Il faut juste que vous le sachiez. C'est juste ce que je vais utiliser là. Donc les deux logs, on va pouvoir les combiner. Et puis si je les combine dans le même log, ça veut dire que je peux simplifier par A0. Ça fera donc log de 1 demi. Et log de 1 sur A, c'est moins log de A. Voilà. Donc ça fait moins log de 2. Vous réécrivez le T1,5 en fonction de ça. Oui, ça fait la deuxième formule pour T1,5, et vous voyez qu'elle est différente de la première. D'accord? Alors, je ne sais pas si la première, vous aviez trouvé qu'elle était facile à apprendre. Celle-là, moi, je la trouve pas plus compliquée, mais pas plus simple non plus. Hein? Mais celle-là, si on l'étudie, elle est importante. Tout à l'heure, on avait la concentration initiale qui apparaissait dans la formule de T1,5. Donc, si j'augmente la concentration réactive, j'augmente le temps de demi-réaction. Là, vous voyez que la concentration initiale, elle n'intervient pas. Ça veut donc dire que, quelle que soit la concentration initiale de mon ou mes réactifs qui sont dans une réaction d'ordre 1, j'aurai le même temps de demi-réaction. Toujours à la contrainte de changer, je ne bricole pas avec la température, hein, parce que sinon ça change K et forcément, ça va bouger les choses. Ça se voit particulièrement bien graphiquement. Quand je passe de la concentration A0 à la concentration A0 sur 2, voilà le temps de demi-réaction. Si je redivise par 2, c'est le même temps de demi-réaction. Je redivise encore un coup, même temps de demi-réaction. Les temps de demi-vie consécutifs sont constants. Il faut toujours le même temps pour éliminer la moitié du produit qui reste. Et vous devriez le voir graphiquement, et vous devriez pouvoir tout de suite en conclure quelque chose qui est super important par rapport à la cinétique d'ordre 0. Tout à l'heure, pour finir la réaction, il suffisait de faire 2 temps de demi-vie. D'accord? C'est pas compliqué. On en élimine la moitié, puis on en réélimine la moitié dans le même temps. Là, pour éliminer la moitié suivante, si j'ai mis 2 heures pour la première, je mets 2 heures pour éliminer la deuxième moitié. Puis 2 heures encore pour éliminer le quart qui reste. Puis 2 heures encore pour éliminer le 8e. Puis 2 heures encore pour éliminer le 16e. C'est de plus en plus long pour éliminer de moins en moins, enfin, ça prend toujours le même temps pour éliminer de moins en moins de réactifs. La réaction va de moins en moins vite. Alors, combien il faut de temps pour éliminer tout le réactif? Ben, un temps infiniment long. D'accord? Puisqu'à chaque fois, on n'en élimine que la moitié de ce qui reste. Alors, évidemment, quand je prends 1 kilo de quelque chose, j'ai un nombre fini d'atomes et de molécules à l'intérieur, on est d'accord? Mais qui est gigantesque. Donc je divise par 2, je redivise par 2, je redivise par 2. Je peux diviser un très grand nombre de fois par 2 avant d'en avoir plus que 2 à la fin. On est d'accord? Et c'est formellement, à notre échelle à nous, hein, notre échelle humaine, la même chose que l'infini. D'accord? Ce temps qui va s'accumuler. En gros, une cinétique d'ordre 1, ça ne se termine jamais. Parce qu'il faut toujours 2 heures de plus pour éliminer la moitié de ce qui reste. Enfin, 2 heures, le temps de demi-vie. C'est bon? Et si, pour le redire, juste là est terminé, puisque c'est, j'en suis là, je vous ai dit tout à l'heure que pour l'ordre 0, si on avait une droite de la concentration fonction du temps, on savait que c'était de l'ordre 0. Si les temps étaient de plus en plus courts, c'était de l'ordre 0. Mais là, maintenant, on tire les mêmes conclusions. C'est le log de la concentration qui est une droite en fonction du temps, c'est de l'ordre 1. Les temps de demi-vie sont constants, c'est de l'ordre 1. Est-ce que j'ai besoin de refaire les calculs mathématiques précédents? Non. Est-ce que j'ai besoin de le tracer? Non. Vous constatez simplement que les temps de demi-vie successifs sont constants, c'est de l'ordre 1. Point. Toute la mathématique a été faite déjà ici dans le cours. Et il n'y a rien de plus à dire. D'accord? Juste la petite phrase. Je constate que les temps de demi-vie sont constants, donc c'est de l'ordre 1. Point, ça suffit. Tous les maths ont été faits ici. Maintenant, vous savez pourquoi ça a été fait.
Oui? C'est clair pour tout le monde? Parfait. Alors, petit point qui était important. Moi, j'aimerais quand même bien savoir quand est-ce que la réaction se termine. Elle ne se termine jamais. Oui, mais enfin, je ne sais pas moi, s'il en reste 1% à faire, on peut dire que c'est terminé, quoi. Oui, c'est généralement ce qu'on fait. D'accord? Et en particulier dans le domaine médical. Un peu moins pharmaceutique, mais dans le domaine médical. Dans le domaine médical, si on a une réaction d'élimination, par exemple, d'un produit par les reins, etc., ou par dégradation, d'accord, du composé dans le corps, on va considérer que c'est terminé quand on est à 99%. Okay? Donc, on est bien d'accord, il y en reste, mais une quantité tellement faible qu'on se permet de la négliger. Et la plupart du temps, ce on se permet de la négliger, c'est 1% de la quantité initiale. Donc maintenant, on va le regarder par rapport à ce qu'on a là. Si on est parti de la quantité à 0, je divise par 2, c'est un temps de demi-vie. Je divise encore par 2, c'est 2 temps de demi-vie. Par 3, c'est 3 temps de demi-vie. D'accord ? Et ce qui fera un demi, un quart, un huitième, puis un 16e. Vous voyez bien que c'est des puissances de 2, ça. D'accord ? C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc ça veut dire que les 1 quart, les machins, les trucs comme ça que j'ai sur le côté, on pourrait très bien les remplacer par 2 puissance 1, 1 temps de demi-vie, 2 puissance 2, 2 temps de demi-vie, 2 puissance 3, 3 temps de demi-vie. D'accord ? Vous comprenez la relation qu'il y a entre les deux ? Ça va ? Donc, on va y aller directement, je ne vous pose pas la question. Si je veux arriver à moins de 1%, d'accord, qu'il en reste moins de 1%, c'est que j'en ai consommé 99%, hein, c'est la même chose. J'en ai consommé 99%, il m'en reste 1%, c'est la même chose. Ça veut donc dire que je suis arrivé à 1/100e de la concentration initiale. J'ai A0 sur 100. Ah, le problème, c'est que 100, ce n'est pas une puissance de 2. D'accord ? 100, c'est compris entre 2 puissance 6 et 2 puissance 7, respectivement 64 et 128. OK ? Donc, si je veux au moins diviser par 100, il faut que j'aille à 2 puissance 7, 7 temps de demi-vie. D'accord ? Dans les faits, c'est un tout petit peu avant pour être à 1/100e, mais bon, on ne va pas chipoter. Okay ? C'est pour ça que vous verrez en particulier, et c'est vraiment très utilisé, d'accord ? Dans le domaine médical, il faut 7 temps de demi-vie pour éliminer, pour détruire, pour réagir. D'accord ? Le sous-entendu qui est derrière et qui est rarement précisé, c'est si la cinétique est d'ordre 1, au bout de 7 demi-vie, temps de demi-vie, j'aurai éliminé plus de 99% du truc précédent. OK ? Vous voyez que formuler comme ça, c'est un poil plus long que dire au bout de 7 temps de demi-vie, c'est fini. Mais c'est moins rigoureux, parce qu'il y a des contraintes. La contrainte, c'est qu'il faut que ce soit une cinétique d'ordre 1, parce que sinon, ça ne marche pas. Si c'est une cinétique d'ordre 0, il en faut que 2. Ouais. C'est bon pour tout le monde ? Ça va ? Bon. Bon, il se trouve que beaucoup de cinétiques d'élimination de médicaments sont des cinétiques d'ordre 1. D'accord ? Donc, souvent, ça marche bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, on est à peu près à 0,8 quand on est à 2 puissance 7, ce qui est bien. On en est où au niveau du temps? Ouais, c'est bien, cool. Je n'ai pas perdu trop de temps, je suis dans le rythme, c'est parfait. La réaction est d'ordre 2 cette fois-ci, mais on va tous les faire. Eh ben, je vous ai dit les cas simples, d'accord? Et là, c'est là que ça va commencer à devenir compliqué. Réaction d'ordre 2, si on a des ordres entiers, encore une fois, hein, mais on n'étudie que les ordres entiers, là, il y a deux possibilités. Parce que 2, c'est 2 plus 0 si j'ai deux réactifs, ou c'est 1 plus 1. Donc, si l'ordre est 2 par rapport à un seul réactif, ben, ce n'est pas dur. Ce que j'aurai à faire comme résolution d'équation différentielle, c'est ben, j'ai A carré. Voilà, point, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est comme le truc précédent. On ne trouve pas le même résultat, hein, d'accord ? Mais il n'y a rien de différent par rapport aux deux cas qu'on vient de voir avant. Même résolution. Par contre, si je suis dans le cas où j'ai un ordre partiel qui est égal à 1 par rapport à un premier réactif et 1 par rapport à un deuxième, dans ce cas, ça s'écrit comme ça. Et là, j'ai 3 variables.
pas 2. J'ai A, B, d'accord, et T. Et ça, c'est un poil plus compliqué à résoudre comme type d'équation différentielle. Et dans les faits, ça ne peut se résoudre que dans un seul cas, si on a une relation mathématique existante entre les deux variables. Sinon, c'est de l'intégration partielle, d'accord? Ça existe, hein, ça peut se faire, mais c'est pas le même niveau de maths. Alors, on va regarder. On va d'abord faire le cas tout simple. L'ordre est 2 par rapport à 1, c'est le réactif. Donc, je réécris, hein, c'est ce que j'avais. Donc cette fois-ci, on a l'ordre partiel de A qui est égal à 2, et c'est aussi l'ordre total. Vous séparez les variables, ça fait 1 sur A carré d'un côté. Vous aurez noté qu'on a à nouveau nu A kt de ce côté-là, ce sera toujours la même chose, d'accord? Ça fera nu AT plus la constante. Celui-là, c'est facile, hein, c'est toujours exactement la même résolution. Donc c'est facile. Simplement de l'autre côté, maintenant, je dois trouver la primitive de 1 sur A carré. Certains d'entre vous savent peut-être que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc si j'ai 1 sur x carré ici, la primitive, c'est moins 1 sur x. Donc ça me fera moins 1 sur A de ce côté-là. De l'autre côté, toujours la même chose, mu A kt plus la constante. Bon, maintenant, vous avez compris comment on fait, hein. On va déterminer la constante en se mettant à T0 puisque c'est A0. Ça va vous donner que moins 1 sur A0, c'est la constante. Et donc, on trouve la solution globale. 1 sur A égale... C'est à nouveau une droite, ça? Oui, si on utilise l'inverse de la concentration. Si on utilise l'inverse de la concentration, ce sera à nouveau une droite. Donc, si je trace... Pourquoi est-ce que j'ai pris moins 2? C'est juste pour embêter, d'accord? Mais pour qu'il n'y ait pas tout le temps moins 1. Donc j'ai décidé, là, que le coefficient stoichiométrique, c'était moins 2. Hein. Si je trace l'inverse de la concentration en fonction du temps, c'est l'équation d'une droite, donc je vais obtenir une droite. Ouais, mais elle n'est pas dans le bon sens. Ah si, elle est dans le bon sens. Parce que mon coefficient stoichiométrique, il est négatif, et j'ai moins nu A. Donc j'ai bien une pente qui est positive. D'accord? Et c'est logique, hein? C'est un réactif. Sa concentration, elle diminue. Donc l'inverse de sa concentration, c'est normal qu'il augmente, puisque c'est un réactif. Donc, voilà. Si j'ai une cinétique d'ordre 2 par rapport à un réactif unique, tel que c'est là, la représentation graphique de l'inverse de la concentration de ce réactif par rapport au temps, ce sera une droite, dont la pente sera moins nu à k, quelle que soit la valeur de nu. Ici, ça fait 2k, dans le cas que j'ai choisi. C'est bon? Vous voyez, ce n'est pas très compliqué, c'est assez similaire à ce qu'on a fait avant. On n'a juste pas la même représentation. Ça veut dire que là, maintenant, je sais que c'est une cinétique d'ordre 0 si c'est la concentration qui est linéaire en fonction du temps. Je sais que c'est une cinétique d'ordre 1 si c'est le log de la concentration qui est linéaire en fonction du temps. Et je sais que c'est une cinétique d'ordre 2 par rapport à un réactif si c'est l'inverse de la concentration qui est linéaire en fonction du temps. On fait le petit bricolage. Ah, si je veux la concentration, à quoi ça ressemble quand c'est la concentration? C'est vrai qu'on peut le faire. Donc ce que je veux, c'est A. Hein. Donc vous faites juste un petit bricolage pour avoir A égale, il suffit de prendre l'inverse des deux côtés, vous êtes d'accord? Donc on prend l'inverse des deux côtés, ça vous fait simplement ça. Alors, je ne suis pas sûr que vous voyez tous immédiatement ce que c'est, mais ça, c'est de la forme 1 sur x. Vous savez ce que c'est, les équations en 1 sur x? C'est des hyperboles, d'accord? Et vous savez à quoi ça ressemble une hyperbole? Proche de 0, c'est immense, et puis ensuite, ça décroît très rapidement en tendant vers 0. Effectivement, c'est ce qu'on va avoir. Là, comme il y a des termes en plus, c'est décalé, hein, donc on ne voit pas ça monte vers l'infini, mais ça a la forme d'une hyperbole. Ça ressemble vachement à la précédente, ça. Oui, mais non. Je m'explique. L'exponentielle qu'on avait dans le cas précédent, d'accord, tend aussi lentement vers 0, mais tend plus vite vers 0 que celle-ci. Celle-ci, elle tend vraiment très lentement, elle traîne vers le 0. Est-ce que ça se voit à l'œil si c'est l'exponentielle négative ou si c'est
l'hyperbole que vous avez là? Non. À l'œil, ça ne se voit pas. D'accord? On ne fait pas la différence. C'est en creux comme ça, mais c'est l'un ou c'est l'autre, on ne le voit pas à l'œil. D'accord? Donc on est bien obligé de tracer soit le log, soit l'inverse pour savoir lequel des deux est une droite. Mais à l'œil comme ça ne se voit pas. C'est bon? Bon, ceci étant dit, si c'est en creux comme ça, on sait que ce n'est pas de l'ordre 0. Hein. C'est déjà ça, après tout. Si je refais mon petit blabla pour le temps de demi-vie, donc on va combiner le fait qu'on divise quand on est à T0, à T0,5. Vous les combinez les deux. Encore une fois, ce qu'on essaie de sortir de là-dedans, c'est le T0,5. Donc vous faites un petit peu de bricolage à l'intérieur. Ben, vous avez 1 sur A0 moins 2 sur A0. D'accord? Ben, c'est juste la moitié. Vous allez obtenir la moitié. Donc le 1 sur A0 qui est égal à ça, ça vous donne T0,5 qui est égal à ceci. Le point important à revoir là-dedans, outre le fait que ça fait la troisième qui ressemble aux deux autres, et que si vous êtes capable de les mémoriser sans faire d'erreur, ben vous êtes très clairement plus fort que moi, hein, en tout cas sur ce truc-là, voilà. Mais qu'il ne faut pas longtemps pour le retrouver, vous faites comme vous voulez, c'est que le A0, cette fois-ci, il est réapparu, en bas. Si je double la concentration initiale, il faudra 2 fois plus ou 2 fois moins de temps. 2 fois moins de temps. Enfin, 2 fois plus de temps, d'accord? C'est embêtant, ça. Ah, 2 fois moins de temps, excusez-moi, d'accord? Oui? Je double la concentration, hein. Ça divise le T1,5 par 2. Ouais? Donc, ça va aller très vite au début. Puis ensuite, quand je vais diviser la concentration par 2, ça sera plus long, puis plus long, puis plus long. Ça se voit très bien graphiquement. Le premier temps de demi-réaction, c'est cette valeur-là. Mais comme la courbe, elle s'étire et elle s'allonge, le deuxième temps de demi-réaction, il est 2 fois plus long. D'accord? Puisque j'ai divisé la concentration initiale par 2. Si je la double, ça divise la concentration par 2. Si je la diminue, ça l'allonge. Vous avez donc une deuxième manière, hyper rapide, de déterminer si c'est de l'ordre 2 par rapport à un réactif. Les temps de demi-vie successifs sont de plus en plus longs. C'est de l'ordre 2 par rapport à un réactif. Et encore une fois, hein, pas de démonstration à faire, rien du tout. C'est un résultat. C'est nécessaire et suffisant. Ça va? Alors, il est quelle heure là? Je n'ai pas entendu. 36? Non, on peut continuer alors. On va prendre, donc cette fois-ci c'est de l'ordre 1 par rapport à 2 réactifs. Alors, comme il y a 2 variables, on peut faire des intégrations séparées, hein, d'accord? Ça existe, mais là on veut intégrer juste par rapport à une variable. Est-ce qu'on connaît une relation entre la concentration d'un réactif et la concentration d'un autre réactif? Quand on a une réaction, est-ce qu'on peut avoir une relation mathématique entre les deux? C'est ce qu'on a vu tout au début du cours, quand j'ai parlé de l'avancement de la réaction, que les vitesses, elles étaient proportionnelles. Quand j'ai un coefficient stoichiométrique pour un réactif qui est 3 fois plus grand que l'autre, j'en consomme 3 fois plus. Les vitesses sont proportionnelles. Si j'ai enlevé une mole à 1, que l'autre a un coefficient stoichiométrique 3 fois plus grand, j'aurais enlevé 3 moles à l'autre. Les concentrations des réactifs et ces variations de concentration, elles ne sont pas indépendantes. Quand je consomme un réactif, je consomme nécessairement une quantité qui est proportionnelle au coefficient stoichiométrique des autres réactifs. Donc mes concentrations de réactifs, ce n'est pas des vraies variables indépendantes. Elles dépendent les unes des autres. Et elles en dépendent, comme on l'a vu dans le truc. Donc je vais prendre un cas tout simple ici, A et B qui donnent P. La concentration en A à tout moment, c'est sa concentration initiale moins l'avancement de la réaction. C'est le zigouigoui que vous avez là, c'était le X de tout à l'heure. D'accord ? Et la concentration en B, c'est sa concentration initiale moins l'avancement de la réaction. C'est moins à chaque fois, parce que c'est moins 1 pour les deux coefficients stoichiométriques, c'est ce que j'ai choisi au-dessus. Mais si ce n'était pas moins 1, vous auriez un moins 2, un moins 3, etc. On s'en fiche. D'accord ? C'est les coefficients stoichiométriques. Vous voyez qu'ici,
les deux concentrations, elles sont liées. Elles sont liées par l'avancement de la réaction. Ce n'est donc pas deux variables indépendantes. J'ai deux constantes, A0, B0, et une seule variable, l'avancement de la réaction. Ce qui veut donc dire que je peux écrire, alors, c'est pour simplifier là, d'accord? Je vais prendre les mêmes concentrations initiales, A0 égale B0. Ça veut donc dire que la concentration en A, c'est la même chose que la concentration en B, ce sera la concentration initiale moins l'avancement de la réaction. Et donc, ce que j'ai ici, qui au départ faisait apparaître deux variables indépendantes pour les concentrations, peut se réécrire simplement comme étant la concentration de A au carré. Ben oui, puisque A est égal à B à tout instant, puisque j'ai le même coefficient stoichiométrique, j'ai la même concentration initiale, donc ça s'élimine à la même vitesse. Ben ça, c'est exactement le cas que j'avais précédemment, quoi. C'est le même. C'est deux composés, mais je me suis mis dans des situations où ça revient au même que ce que j'avais avant. Donc ça, on ne va pas le retraiter, on l'a déjà fait. D'accord? Donc si j'ai les mêmes concentrations initiales, les mêmes coefficients stoichiométriques, pas de problème, c'est exactement la même situation que la précédente. Facile. Bon, attention, hein, là, dans le cas que j'ai utilisé, ce n'est pas le moins 2 tout à l'heure, c'est moins 1, le coefficient stoichiométrique. Mais ça ne change rien. Okay, ça pourrait être n'importe quoi. Donc, même équation, pas de problème. Je complexifie juste un peu. Je garde les mêmes coefficients stoichiométriques, mais juste, je n'ai pas la même concentration initiale. Voilà à quoi est égale la solution. Je n'ai pas fait la démonstration mathématique là, d'accord? Il y a 6 écrans pour faire la démonstration mathématique. Parce que c'est juste en changeant les concentrations initiales. Hein. Je ne pars pas des mêmes concentrations initiales. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je ne vous dis même pas ce que ça donne quand on n'a pas le même coefficient stoichiométrique pour les deux. D'accord? Ça donne juste une solution qui est encore mathématiquement plus compliquée. Wow, alors nous, on est supposé savoir quoi? Ça aussi ou non? Le seul cas que vous avez à connaître, si on a un ordre 2 pour une réaction, c'est quand on a la même concentration initiale et le même coefficient stoichiométrique. Donc quand on peut revenir au cas de c'est un composé unique qui est d'ordre 2. OK? Donc seule la solution la plus simple est à connaître. Donc ordre 2 pour un composé unique ou ordre 1 pour deux composés, mais avec le même coefficient stoichiométrique et avec la même concentration initiale, ce qui fait donc que c'est la même solution mathématique. C'est bon? Donc ça, c'est juste pour vous faire peur. Hein. Voilà. Mais pour que vous compreniez qu'on se limite, vous avez peut-être eu l'impression que déjà mathématiquement, c'était un petit peu... Mais c'est rien par rapport à ce qu'on peut faire. Et on est bien d'accord qu'on est toujours en cinétique simple. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit tout au début que simple, ça ne voulait pas dire facile. Parce que là, on n'est qu'à l'ordre 2, d'accord? Qu'à l'ordre 2, et avec, juste, on n'a pas pris les mêmes concentrations, quoi. Ce qui n'est quand même pas exceptionnel de ne pas prendre les mêmes concentrations initiales. Ça va? Bon. Le petit résumé. C'est juste ce que j'ai déjà répété 2 ou 3 fois, hein, mais que ce soit bien clair. Donc, à partir de tout ce qu'on vient de faire là, puisque c'est moi qui ai fait les développements mathématiques, vous, ce que vous avez à en retenir, c'est, si j'ai une cinétique qui admet un ordre, d'accord, un ordre 0, 1 ou 2, je sais les reconnaître simplement avec les critères qui sont là. Je vois que c'est la concentration qui est linéaire, ordre 0. C'est le log de la concentration, ordre 1. C'est l'inverse de la concentration, ordre 2. Ordre 2 par rapport à un composé. Hein. Ou, vous avez compris, ordre 1 par rapport à 2, mais même concentration, etc., tout le blabla que j'ai raconté. Mais vous pouvez aussi utiliser les temps de demi-réaction, puisque c'est nécessaire et suffisant. Les temps de demi-réaction successifs sont de plus en plus courts, ordre 0. Toujours identiques, ordre 1. De plus en plus long, ordre 2. Voilà, point. Ça va pour tout le monde? C'est clair? Ce qui fait que finalement, juste avec ce petit tableau-là, oui, ça fait 1 heure qu'on est dessus, hein, mais ça résume toute l'heure de cours. Simplement, vous savez pourquoi on a le droit d'utiliser ces règles-là.
et qu'on ne peut les utiliser que dans les cas tels que je les ai décrits et tels que je les ai développés. Ça va? Parfait. Vous avez sur Moodle un petit résumé de ça dans un PDF que vous pouvez télécharger. C'est comme au premier semestre, d'accord? Le petit truc qui resynthétise un peu les éléments principaux. Vous l'avez, il est juste en dessous des diapositives du cours. C'est bon? Bon, sauf que vous n'avez pas le droit de l'amener pour l'examen. Ça reste vrai, hein, même celui-là. Alors, et je pense qu'on va pouvoir... Ouais, on va pouvoir terminer sur ça, comme ça ce sera simple. Dégénérescence d'ordre. Vous avez vu que chaque fois quand même qu'on a monté d'un ordre, ça devenait un poil plus compliqué. D'accord? C'était finalement fondamentalement super simple à étudier, parce que c'est juste la concentration en fonction du temps quand c'était de l'ordre 0, mais ça devient tout de suite un poil plus compliqué quand c'est à l'ordre 1, puis rapidement très compliqué si on ne simplifie pas à l'ordre 2. Donc fondamentalement, ce qui serait sympa, c'est de n'avoir que de l'ordre 0 ou de l'ordre 1. D'accord? Idéalement, parce que ce serait vachement plus simple que ce soit ça. Alors, avoir de l'ordre 0 ou de l'ordre 1, quand on n'a qu'un composé, c'est généralement ce qu'on a. D'accord? Pas toujours, mais c'est généralement ce qu'on a. Puis, à la limite, si on a de l'ordre 2 et qu'on n'a qu'un composé, ben vous avez vu, ce n'est pas si compliqué que ça. Finalement, on a 1 sur A, l'inverse de la concentration, ça va, on s'en sort. Mais imaginez que j'ai deux composés. Un qui est à l'ordre 2 et un autre qui est à l'ordre n'importe quoi, 1, 2 ou n'importe quoi d'autre. Ça fait un ordre global, 3, 4, on n'a pas vu, puis on ne sait pas intégrer. Ah non, vous ne savez pas intégrer. Alors clairement, là, voilà, c'est réglé. Hein. Ça fait des équations qui sont encore plus compliquées que ce qu'on a vu jusque-là. L'idéal, ce serait de toujours pouvoir retomber sur 0, 1 ou 2, même quand on a plusieurs composés. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence d'ordre. En gros, on va tricher. On fait souvent ça en sciences, hein, d'accord? On a un truc compliqué et on fait en sorte de se mettre dans des conditions où il sera plus simple à étudier, en éliminant des variables. J'imagine, d'accord, c'est pour l'exemple, hein, pour que vous compreniez bien, j'ai deux composés, ils ont chacun un ordre petit a, petit b. L'ordre global, c'est n. Mais n, il est trop grand, je ne peux pas l'étudier. Je voudrais avoir ou que a ou que b. On va dire que a pour retomber sur un 0, un 1 ou un 2 au global et pouvoir l'étudier. Ben, c'est facile. Si la concentration en B, elle ne varie pas au cours du temps, ça veut dire que le B puissance B, c'est juste une constante. D'accord? Et si c'est une constante, elle n'a pas à être intégrée, c'est facile, elle va disparaître. Puis même cette constante, à la limite, plutôt que de la laisser à part comme ça, j'ai juste à la rentrer dans le coefficient de vitesse. J'ai le droit, d'accord? Un coefficient de vitesse multiplié par une constante, c'est juste toujours un coefficient de vitesse. Un coefficient de vitesse, OPS pour observer quand j'arrive à maintenir constante la concentration en B. Mais là, vous voyez que d'un seul coup, juste en maintenant la concentration en B constante, je suis passé d'une cinétique qui était d'ordre N, A plus B, à juste A, qui a toutes les chances de se retrouver en 0, 1 ou 2. Toute la difficulté étant de comment je fais pour maintenir la concentration d'un réactif constant, puisque comme c'est un réactif, il réagit et que normalement sa concentration elle est supposée diminuer. C'est le principe même d'un réactif, on est d'accord? Ben, il y a plusieurs méthodes. Si le réactif B, je le mets en très grande quantité par rapport au réactif A. Mais quand je dis très grande, hein, c'est très grande. Et vous avez compris, hein, j'ai quasiment tout éliminé, c'était 1%. Le très grand ici, c'est 100 fois plus grand, minimum 100 fois plus grand. D'accord? Mais quand je fais ma réaction, quand j'aurai éliminé tout le A, d'accord, qui aura été transformé hein, avec le B en C, j'aurais enlevé quoi de B? Au plus 1% si j'en avais 100 fois plus.
En gros, la concentration en B, elle n'a pas changé. Donc fondamentalement, garder la concentration, dans ces conditions-là, hein, si je peux le faire, garder la concentration d'un des réactifs ou même de plusieurs réactifs constantes, ce n'est pas dur. Il suffit de les mettre en très grande quantité. Si on les met en très grande quantité par rapport à celui qu'on étudie, il n'y a que celui-là dont la concentration va varier significativement. Les autres, on pourra considérer qu'ils sont constants. Et ça, on peut trouver ça en... D'abord, dans les labos et dans la vraie vie, oui, on le fait régulièrement, c'est vraiment une méthode qui est utilisée. Et puis deux, dans les exercices, les examens que vous pourriez avoir, c'est une situation qu'on rencontre très fréquemment et qui démarre en général dans l'énoncé sur style la concentration en machin chose est très grande devant, la concentration en B est 100 fois plus grande que, ou tout simplement on vous donne les concentrations et vous voyez, vous, d'accord, qu'il y a une très grande différence de concentration, au moins 100 fois plus grand pour un composé par rapport aux autres, eh bien, vous êtes typiquement dans cette situation-là de dégénérescence d'ordre. La concentration en B ne va pas changer, donc on retombe sur juste l'étude de A, mais attention, hein, le coefficient de vitesse qu'on va mesurer, c'est le coefficient de vitesse réel fois la concentration de l'autre, évidemment. Ça va? Voilà. Donc fondamentalement, ça, c'est pas très compliqué à faire. Alors, c'est pas la seule, en fait, parce que c'est important, parce que vous verrez ça, ou vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà parlé, je ne me rappelle plus, vous le verrez en deuxième année, de toute façon. Si vous avez un réactif qui est reformé au cours de la réaction, hein, j'y viens, vous inquiétez pas. Quand vous partez, d'accord, vous faites la réaction, puisque le réactif, il est reformé, sa concentration, elle ne change pas. Vous le consommez d'un côté, vous le refabriquez de l'autre. Non, mais on n'écrit jamais une réaction sous cette forme-là, c'est complètement con, on l'enlève le B. Oui, on l'enlève, mais des fois, on ne devrait pas. Des fois, ce réactif-là, au lieu de le mettre dans la réaction, tel que je l'ai écrit ici, hein, le B, on l'écrit sur la flèche, en disant que c'est un catalyseur. Un catalyseur, c'est exactement ça. C'est un composé, un réactif, d'accord, qui est utilisé, s'il n'y est pas, la réaction ne se fait pas ou se fait beaucoup plus lentement, mais qui est reformé au cours de la réaction. Il est bien utilisé, d'accord? Eh bien, s'il est reformé au cours de la réaction, sa concentration, elle ne varie pas. Donc, de fait, on a une dégénérescence d'ordre. Alors là, on est bien d'accord, hein. Changer les concentrations pour en mettre 100 fois plus, c'est moi qui choisis, c'est moi qui fais la réaction. Là, c'est un réactif, ce n'est pas moi qui ai choisi. Il y a un réactif qui est un catalyseur ou pas. Okay? Mais quand on est dans le cas de la catalyse, de fait, on est en dégénérescence d'ordre. Et juste, histoire d'en parler, il y a un autre cas simple qui fait le lien, et on terminera sur ça avec ce que vous avez vu au premier semestre. Il y a un cas simple pour lequel c'est facile de maintenir la concentration d'un réactif. Si par exemple, vous avez des ions H+, des ions hydronium ou des ions hydroxyde, ça c'est le pH. Si vous vous mettez dans un tampon, le principe d'un tampon, c'est le pH ne change pas. Donc la concentration en ion H+, ou en ion H- ne change pas. Donc faire cette réaction-là dans un tampon, c'est maintenir la concentration en ion H+ constante, donc être en dégénérescence d'ordre. Et ça, encore une fois, c'est un truc qui est relativement facile à faire. Okay ? En gros, si on veut étudier plus simplement une réaction qui est complexe parce qu'il y a plusieurs réactifs et que le total des ordres partiels est trop grand pour qu'on l'ait étudié et qu'on retombe dans ces cas-là, on peut le faire en faisant de la dégénérescence d'ordre. Ça veut juste dire maintenir des concentrations qui sont constantes. Et on a plusieurs solutions qu'on ne peut pas toujours utiliser, mais plusieurs solutions à notre portée. On se revoit la semaine prochaine. Bonne journée à vous.